Je remercie les partenaires du podcast et je pense tout d'abord au café YoEco qui nous fournit gentiment un café Third Wave à chaque épisode du podcast. YoEco est un espresso bar de troisième vague situé dans le quartier Ville-et-Mort dans le sud-ouest de Montréal et il garde un inventaire de café produit par des torréfacteurs locaux. Je vous encourage fortement à aller y faire un tour. Vous allez voir que le personnel est particulièrement attentionné et sympathique et surtout, c'est un café qui est dog-friendly. Je tiens également à remercier les éditions du Septentrion qui supportent le podcast en facilitant les communications auprès de certains auteurs et de certaines autrices que je cherche à rejoindre. La maison d'édition a aussi l'aimabilité de me partager quelques livres lorsque je reçois l'un de leurs auteurs ou l'une de leurs autrices, ce qui me permet de significativement mieux comprendre les sujets de prédilection de mes invités. Enfin, je tiens également à remercier tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés à la page Patreon du podcast. Patreon, c'est une plateforme de sociofinancement qui fonctionne par abonnement mensuel. Donc, c'est libre à vous de décider du montant de votre contribution. Puis, j'ai programmé la plateforme pour différents montants, donc n'hésitez pas à supporter le projet en fonction de votre budget. Sincèrement, c'est vraiment le moyen le plus direct de supporter le projet parce que 100% des revenus qui sont générés par la page Patreon sont investis en frais de studio, en logiciels informatiques nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du podcast. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au podcast Histoire d'un soir, un podcast où on fait de l'histoire un jeudi soir sur 2. Mon nom à moi, c'est Héloïse Venn, je suis étudiante finissante au baccalauréat en histoire à l'Université du Québec à Montréal et je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui à nouveau en studio. Aujourd'hui à l'émission, on a la chance de recevoir Mme Denise Baillargeon, qui est historienne et professeure émérite retraitée du département d'histoire de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Au courant de sa carrière, Mme Baillargeon a exploré plusieurs thématiques, dont l'histoire sociale des femmes, de la santé, de l'enfance et de la consommation. Présentement, elle se concentre sur la philanthropie et plus précisément sur les campagnes de souscription menées par l'hôpital Sainte-Justine de la fin des années 20 à aujourd'hui. Elle conduit également un projet de recherche sur l'émission Femmes d'aujourd'hui avec la chercheuse Josette Brun et Estelle Lebel, une spécialiste des communications de l'Université de Montréal. Madame Baillargeon est également l'autrice de plusieurs ouvrages qui ont marqué significativement la littérature historienne récente, dont une synthèse publiée aux éditions Boréal en 2012 qui s'intitule « Une brève histoire des femmes au Québec ». Sur une note plus personnelle, je tiens à dire que pour ceux et celles d'entre vous qui sont un petit peu moins familiers avec le domaine puis l'univers des historiens, là, cet ouvrage-là, c'est rapidement devenu une œuvre de référence très, très importante pour une génération de chercheurs et chercheuses en histoire du Québec. Puis pour ma part, dès ma première année au baccalauréat, je l'ai très souvent cité dans mes travaux universitaires. Sur ce, je vous laisse sur notre belle discussion, puis je vous dis bon podcast. Bonjour à tous. Très simple aujourd'hui, c'est un café de Escape, qui est un petit torréfacteur de Montréal. Ils sont sur la rue Notre-Dame. En fait, Escape, ce qui est vraiment cool avec eux autres, c'est que c'est un torréfacteur qui essaie vraiment de rester le plus transparent possible. Donc, ils vont vraiment aller chercher à des fermes particulières. Ils vont essayer aussi d'y aller le plus écologiquement possible. Quand ils font leur livraison, entre autres sur Montréal, ils essaient d'y aller en vélo. Ah ouais. Ouais, C'est bien. c'est vraiment cool en fait. Celui-là, c'est un petit café brésilien. Vraiment, vraiment le fun. Très léger, fruité, petit goût ananas, petit peu quasiment sucré même, j'oserais dire. J'espère que vous allez vraiment l'aimer. Personnellement, c'est un petit café que j'apprécie. Sur ce. Puis c'est ça, en fait, ce café-là, cette semaine, il a été choisi par Yorick, propriétaire du café YoEco à Ville-et-Mort. Donc, c'était sa suggestion personnelle, un petit café qui disait plus estival un peu. Vraiment, c'est un café aussi qui est super bon en cold brew. C'est vraiment ce genre de café-là qui vient aller chercher des belles arômes, un coup qui est rendu froid, là, très spécial, mais si vous aimez découvrir, là, c'est
pas si mauvais. J'ai une question pour toi, Jérémy. Il sent très bon, en tout cas. Est-ce que tu pourrais nous définir le cold brew? Le cold brew? Ouais. Torréfaction à froid. OK. Ben, torréfaction à froid, plutôt quand on fait le café à froid. En fait, c'est tout simplement, il y a plusieurs méthodes de le faire. Moi, la méthode que j'aime bien, c'est la méthode dite japonaise. OK. C'est que justement, dans une Chemex comme ça, c'est de mettre de la glace dans le fond, qui est environ le quart à la moitié de l'eau qu'on mettrait habituellement sur le café directement en versant. Par la suite, on met notre filtre, on met le café, on fait comme si on ferait notre café à l'habituel. Sauf que là, ce café-là va tomber sur la glace puis automatiquement devenir froid. Donc, le café n'a pas le temps d'oxyder à l'air, justement, ce qui va chercher tout cet arôme-là que le café a quand il est frais, tout en restant froid, dans le fond, à la place de l'avoir chaud. Merci pour intéressant. Vraiment. Sur ce, bon podcast, Merci. en espérant que ce café-là puisse alimenter vos conversations. Yes, je vais prendre un petit peu de lait. Allez-y. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, Jérémy mentionnait tantôt que non, c'est pas son vieux café de ce matin, c'est bien du lait. Ça me fait rire. Merci. Merci, Jérémy. Bon. Aïe, ça fait du bien, il est vraiment bon. Voilà. Il sentait très bon, en tout cas. Il est vraiment bon. Donc, Madame Baillargeon, Oui. vous êtes née en 1954 à Verdun. Là, c'est des questions qui sont un petit peu personnelles, là, mais selon vos souvenirs, de quoi avait l'air le Montréal de votre enfance? Comment est-ce que vous perceviez votre environnement de vie? Alors ça, c'est intéressant parce que comme je suis née et que j'ai grandi un petit peu à Saint-Henri, mais en fait surtout à Verdun, je n'ai pas vraiment de souvenirs de Montréal. J'ai des souvenirs de Verdun. Parce que Verdun, bon, aujourd'hui, c'est un arrondissement de Montréal. Ce n'était pas le cas à l'époque et c'était vraiment une ville différente de celle de Montréal. Ah ouais. Alors, par exemple, les gens qui ont grandi à Montréal, les gens de ma génération, se souviennent de Montréal coupé en deux avec l'est de la rue Saint-Laurent francophone et l'ouest anglophone. Mm-hmm. Mais moi, je vivais à l'ouest de la rue Saint-Laurent et pourtant, j'étais francophone. Et pour moi, le parc La Fontaine, Dupuis-Frères, les chansons de Beau Dommage, ça ne veut strictement rien dire. C'est-à-dire au sens où ça n'appelle aucun souvenir. Parce que je n'habitais pas là. On n'allait jamais chez Dupuis-Frères. C'était beaucoup trop loin. Il faut penser à l'époque, là, avant le métro. Donc, c'était loin, partir de Verdun puis se rendre dans l'est de Montréal. Alors, moi, j'ai vécu avec le bord de l'eau, ce qu'on appelait à l'époque la Boardwalk, où on allait se promener tous les soirs d'été, ado, pré-ado, là. Bon, ouais. Ça, c'était un peu notre lieu de rencontre, tous les jeunes du quartier. Je me rappelle beaucoup de la piscine qui s'appelait le natatorium, ce qui était vraiment très... Ça s'appelle encore comme ça, d'ailleurs. Ouais. Bon, aujourd'hui, me fait beaucoup rire, là, mais une grande piscine extérieure creusée, bon, qui était vraiment très, très bien. Je me rappelle du centre culturel où j'allais faire mes traductions latines parce que, en fait, tous les livres et toutes les traductions de toutes les œuvres latines étaient à la bibliothèque. Donc, plutôt que de faire la traduction nous-mêmes, on allait chercher la traduction à la bibliothèque. Et puis ensuite, on l'arrangeait un peu pour que ça ait l'air moins beau, moins professionnel. Alors ça, j'ai fait ça, oui, j'ai osé faire ça avec d'autres copines du secondaire. Donc, la bibliothèque, c'est ça, le centre culturel, c'était ça, en fait. C'était le bord de l'eau, beaucoup, en fait. Beaucoup de choses se passaient le long du fleuve, parce que Verdun a un accès au fleuve, il faut le dire pour ceux qui ne le savent pas, là, un accès au fleuve absolument extraordinaire, qui était peu connu à l'époque. Hein. On avait là une richesse et je pense que beaucoup de Montréalais ne le réalisaient pas. Mais c'est ça. Donc, moi, je suis pas née à Montréal d'une certaine façon. Je suis née vraiment à Verdun et j'ai vraiment grandi à Verdun et ça voulait dire quelque chose de vraiment très différent à mon époque. Absolument. Intéressant. Question vraiment banale, mais est-ce que c'est à l'époque où le bord de l'eau de Verdun est encore bétonné?
C'était, oui, il y avait encore une bonne partie qui était bétonnée, mais il y avait quand même une partie qui était en terre et bon, il y avait forcément de l'herbe qui n'était pas nécessairement entretenue, là, remarquez bien. Mais oui, le bord de l'eau, là, c'était pas la promenade en bois des premiers temps, là. C'était asphalté, c'était bétonné, mais il y avait quand même aussi de la verdure, là. Ça dépendait des bouts, en fait. Alors, il y a des bouts où la promenade longeait vraiment de très près le fleuve et d'autres bouts où elle était beaucoup plus loin. Et là, évidemment, ces bouts-là, il y avait du gazon ou de l'herbe ou bon, des ronces entre la promenade et le fleuve. Puis comment vous trouvez ça maintenant, ce qu'ils ont fait avec... Mais moi, je trouve que c'est vraiment très bien ce qu'ils ont fait avec ça. Parce qu'il y a un accès vraiment extraordinaire. Là. À mon époque, il n'y avait pas de piste cyclable. C'est vrai. Bon, là, il y a une piste cyclable. Il y a aussi tout un ensemble d'activités qui sont en train qui se sont développées, mais qui continuent à se développer aussi autour de ça. Donc, non, moi, je pense que Verdun a fait de belles choses, en fin de compte, avec son bord de l'eau. Vraiment. Ouais. Puis, lors de votre enfance, est-ce que vous étiez une enfant qui était déjà sensible à l'histoire? Est-ce que le temps qui passe, ceux qui étaient là avant vous, ça vous préoccupait déjà, plus ou moins? Ou est-ce que vous étiez... cette curiosité-là? Moi, j'ai vécu avec mon grand-père maternel dans ma petite enfance. Donc ça, je pense que ça nous fait prendre conscience peut-être plus jeune du temps. Je me rappelle de mon grand-père qui me racontait que quand il avait 10 ans, il travaillait à l'usine et que je ne le croyais pas parce que je ne pouvais pas m'imaginer à 8-10 ans en train de travailler dans une usine. C'est beaucoup plus tard que j'ai compris que c'était vrai ce qu'il me racontait. Mon père, c'était quelqu'un aussi qui avait beaucoup le sens de l'histoire de la famille Baillargeon. Il racontait plein d'anecdotes sur les Baillargeon. Ça, il n'y a pas sa vie à nous les raconter. Et puis, donc voilà. Donc oui, j'avais une espèce de conscience du temps qui passe, de génération avant moi, bon. Ça a été développé, je pense, assez jeune, à cause de mon entourage, finalement. Qui vous parlait, puis vous vous sentiez localisé dans le temps et dans l'espace facilement. Ben, je sais pas jusqu'à quel point, quand on est tout petit, on peut vraiment se localiser facilement, mais il y avait cette conscience d'un temps lointain, d'un temps passé qui n'était pas le temps présent. Exact. Et qui était différent et où les gens vivaient de manière différente. Surtout par mon père, c'est ça qui racontait toutes sortes d'anecdotes parce qu'une branche de la famille qui est allée s'installer au lac Saint-Jean, qui était là lors du grand feu du lac Saint-Jean en 1870. Bon, oui, j'ai toutes sortes d'anecdotes comme ça d'un grand-oncle qui avait très mauvais caractère et qui apparemment avait brûlé sa grange exprès parce que je ne sais pas trop qu'est-ce qui était arrivé, il était fâché, puis bon. Alors, ça, c'est le genre de choses que mon père racontait et ça venait mettre, comment je dirais ça, une espèce de substance sur le temps, en fait, c'est ça. Puis dans mon temps, puis dans ce temps-là, tu sais, alors ça, c'est des choses que mon père disait. Dans ce temps-là, ma petite fille, c'était comme ça, ma petite fille, ma soeur et moi. Dans ce temps-là, ma petite fille, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Bon, alors, ça change pas. ça nourrit un certain sens de l'histoire. Puis comment est-ce que l'histoire en tant que discipline est arrivée dans votre vie? Est-ce qu'il y avait des cours au primaire déjà sur l'histoire du Québec? Ou... On avait des cours au primaire sur l'histoire, du Canada, qu'on disait à l'époque, c'était pas le Québec, c'était le cours d'histoire des frères des écoles chrétiennes, mais c'était essentiellement un cours d'histoire sainte, finalement, parce que ça nous racontait que, bon, Jean Cartier est arrivé, il avait planté une croix, il avait dit une messe, il avait attrapé des mouches à feu pour dire sa messe. Je m'en rappelle encore, vous voyez, donc ça, c'est 3e année du primaire, à peu près. Il faut croire que ça m'a beaucoup impressionné. Ce qui m'avait beaucoup, beaucoup traumatisé, c'est l'image du père Brébeuf attaché comme ça en arrière, brûlé par les autochtones. Il y avait des choses absolument horribles qui se passaient là, à vous dégoûter, en fait, de l'histoire du Québec pour le reste de vos jours. Puis après, au secondaire, j'ai eu une dame, une professeure d'origine haïtienne. Et ça, c'était vraiment quelque chose de marquant pour nous parce qu'il n'y avait pas encore beaucoup d'Haïtiens à Montréal à cette époque-là. Là, on parle des années 60. Et elle nous donnait un cours d'histoire
du Moyen-Âge. C'était plutôt Moyen-Âge, Renaissance. Là, c'est toute cette époque-là. C'est un peu vague dans mon souvenir. Et je me souviens que ça me fascinait, tout ça. Ça m'intéressait beaucoup. Mais à cette époque-là, moi, je voulais déjà devenir avocate. J'avais déjà dit que je serais avocate. Ça faisait longtemps que j'avais cette idée-là et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas du tout où j'ai pris ça, en fait. Mais je sais que je disais ça à qui voulait bien l'entendre. Et puis, au cégep, j'ai eu un prof qui s'appelait Serge Côté et qui, lui, nous a donné un cours d'historiographie. C'est-à-dire qu'il nous a expliqué que l'histoire, ça se passe pas toujours de la même manière. En fait, si, ça se passe toujours de la même manière, mais de la façon dont que l'on évalue ce qui s'est passé, ça diffère d'une génération à l'autre. Et ça, je me souviens d'espèce de choc cognitif que j'ai eu en écoutant ce prof-là nous parler de ça. Et j'ai aucun souvenir. Je me souviens plus s'il avait passé toute la session là-dessus ou juste quelques cours. C'est vraiment trop vague dans ma tête. Mais je me souviens qu'il nous avait parlé des interprétations de l'histoire du Canada, de Innis, de Lower, de Morton, de Creighton. Il avait fait tout le tableau, là. Puis après, au Québec, il était parti de Faucher-la-Montagne, Séguin, Brunet. C'était Moi, je trouvais ça extraordinaire. Et je me souviens que beaucoup de mes camarades de classe trouvaient ça d'un ennui mortel, mais moi, ça me fascinait. Et je pense que c'est là où j'ai eu la piqûre de l'histoire. Ouais. Mais comme j'avais dit que j'allais faire une avocate, je suis quand même rentrée à l'université en droit pour me rendre compte que j'aimais pas ça. J'aimais non seulement pas la matière, mais j'aimais pas les profs. Et je n'aimais pas mes collègues étudiants et étudiantes. Alors, ça allait très mal, mon affaire. Donc, au bout de même pas 3 semaines, j'ai abandonné. Puis je suis rentrée en janvier en histoire, puis voilà. À l'Université de Montréal. À l'Université de Montréal. En fait, je suis rentrée à l'Université de Montréal sans trop me poser de questions parce que j'étais entrée en droit à l'Université de Montréal. Vrai. Parce que l'UQAM, il n'y a jamais eu de droit à l'UQAM. Il y a eu maintenant, il y a ce qu'on appelle le programme des sciences juridiques. Ouais. Mais moi, quand je suis rentrée à l'université, ça n'existait pas encore. Ce programme-là de sciences juridiques est arrivé l'année d'après, au moment où moi, j'étais déjà engagée dans mon parcours en histoire. Alors là, j'ai pas rétro-pédalé et puis dire, finalement, je vais aller en sciences juridiques. Mais voilà. Donc, il y avait que la faculté de droit. Et puis, comme j'étais déjà rendue à l'Université de Montréal, j'ai décidé de continuer au même endroit. Puis là, à ce moment-là, on est rendu dans quelles années, juste pour que je me situe? On est rendu... je suis rentrée à l'université en septembre 73 et j'ai commencé mon bac en histoire en janvier 74. OK. Parfait. Ça fait longtemps. Ça devait être toute qu'une époque pour étudier en histoire, par exemple. Puis, question un peu banale aussi, c'est... Y avait-tu beaucoup de femmes dans votre classe? Dans vos classes en histoire? C'était-tu le paritaire ou pas de temps? Je me souviens pas. Je pense pas que c'était paritaire. Mais il y avait quand même... Nous étions quand même assez nombreuses, les filles. Oui. Je dirais peut-être le quart de la classe, le tiers même. OK. Ouais. Probablement. C'était pas égal. Il y avait plus de garçons, ça, je suis certaine, mais il y avait pas... J'étais pas une minorité. OK. Je me sentais pas là, comme vraiment les yeux sur moi parce que j'étais la seule de la classe. Pas du tout. Là. On était plus nombreuses que ça, pas mal. Ouais. C'est qui les professeurs marquants que vous avez rencontrés pendant vos études au bac? Alors, les professeurs marquants que j'ai rencontrés au bac, moi, je dirais que c'était plus René Durocher. Ah ouais. Et Paul-André Linteau. Paul-André était, à l'époque, chargé de cours à l'Université de Montréal. Parce qu'en fait, il y a une année où René Durocher était parti enseigner en France et c'est Paul-André qui venait... Non, il n'avait même pas fini son doctorat. Il est venu donner une charge de cours. Okay. Donc, il y a eu lui. Il y a eu aussi quelqu'un qui n'a pas poursuivi en histoire, Gilles Piédalu, qui est devenu... il a travaillé dans la haute administration à l'UQAM après, mais lui, il a fait un doctorat en histoire économique. Et il s'était intéressé en particulier au mouvement de monopolisation. Il avait travaillé sur la Dominion Textile. OK. Donc, il y a eu aussi, c'est ça, Gilles Piédalu. Sinon, les autres professeurs que j'ai eus, je peux pas dire que ça a été... qui m'ont...
particulièrement marqué, ou alors ils m'ont marqué plutôt négativement. Alors, Maurice Séguin, j'ai jamais suivi ses cours parce que, de toute façon, il avait la réputation de vendre ses notes de cours et de les lire en classe. Alors, moi, je me suis dit que j'allais pas aller me faire lire des notes de cours en classe. Donc, exit Maurice Séguin. J'ai même pas, je veux dire, je le voyais des corridors, mais j'ai jamais suivi de cours avec lui. J'ai suivi des cours avec Michel Brunet, qui racontait beaucoup de choses sur lui et sur sa vie, et sur les gens importants qu'il avait rencontrés et tout ça. Mais encore là, d'un point de vue historique, je me souviens pas d'avoir été particulièrement marqué par ces deux personnes qui, je pense, quand même, ont eu une très grande importance à leur époque, là. Mais moi, je les ai connus vraiment peut-être trop en fin de carrière, en fait, à une époque où ils avaient peut-être moins de choses à dire. Et voilà. Donc, je n'ai pas trouvé que ça avait été des professeurs, pour moi, qui avaient été extrêmement marquants. Puis ensuite, quand vous avez commencé votre baccalauréat, est-ce que c'était tout de suite en histoire du Québec, Canada, que vous étiez intéressé? Ah oui, à l'époque, c'était... c'est drôle parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes étudiants, en tout cas à l'Université de Montréal, c'était beaucoup comme ça quand j'ai enseigné là. Beaucoup de jeunes étaient fascinés par l'histoire du Moyen-Âge, de l'Antiquité. Beaucoup de jeunes qui s'en allaient dans ces domaines-là pour la maîtrise et même pour le doctorat. Alors qu'à mon époque, c'était vraiment regardé de très haut, l'histoire du Moyen-Âge et de l'Antiquité. On trouvait que c'était vraiment ringard de s'intéresser à ces périodes-là, franchement. Alors, il faut aussi, c'est ça, il faut voir le contexte. Hein, dans les années 70, c'est la montée du nationalisme québécois. Tout le monde, et les jeunes en particulier, s'intéressent à ce qui se passe au Québec, à ce qui s'est passé au Québec. C'est notre pensée est beaucoup plus centrée sur le Québec que sur toute autre période. Ou alors, à la limite, sur l'histoire des États-Unis, l'Amérique latine, avec toutes les révoltes populaires qu'il y avait en Amérique latine, tout ça, bon, quand on l'envisage dans la mouvance marxiste, léniniste, révolutionnaire, trotskiste qui prévalait dans les universités à ce moment-là. Donc, s'intéresser à l'Amérique latine, s'intéresser à l'histoire américaine ou du Québec, mais c'est dans le contemporain. Là, c'était l'histoire du 20e siècle qui intéressait les étudiants, beaucoup plus que les histoires du très lointain passé, si on veut. Moi, l'histoire du Moyen-Âge, bon, j'en avais fait parce que j'ai fait un demi-cours classique. Là. Je suis de cette génération transhistoire où le cours classique a été aboli, mais j'ai eu le temps de le commencer, donc j'en ai fait une moitié. Donc, j'avais eu des cours d'histoire du monde gréco-romain, de civilisation gréco-romaine, donc j'avais déjà un aperçu. Je ne veux pas dire qu'on avait étudié ça dans le détail, mais j'en avais un aperçu, puis j'en avais eu suffisamment pour savoir que c'était pas vraiment ça qui m'intéressait. C'est drôle que vous dites ça, tu sais, l'Antiquité, le Moyen-Âge, à cette époque-là, c'était un peu ringard, tu sais, c'était pas... c'est spécial, en fait, parce que pour ma part, pour parler de mon expérience personnelle, quand j'ai commencé au baccalauréat, moi, j'ai rapidement eu le feu sacré de l'histoire du Québec. Puis, dès mes premières lectures, je me suis plongée dans les textes classiques. Là. Je lisais Paroles d'historien d'Éric Bédard, Julien Goyette au complet, premier été. Je tripais sur l'historiographie. Puis, moi, j'ai commencé à l'Université du Québec à Rimouski. Puis, quand je suis arrivée à l'UQAM, ben là, il y avait une cohorte beaucoup plus large avec beaucoup plus d'étudiants. Puis, je me demandais... Je pensais que ça allait tout être des gens fascinés par l'histoire du Québec-Canada comme moi. Puis quand je suis arrivée, j'ai vraiment fait face à du monde qui voulait avoir le plus de connaissances générales possibles sur beaucoup d'époques, sur beaucoup de pays. C'était vraiment des personnes très intéressées par des sujets très larges. Alors que moi, j'étais déjà précise, mettons. Fait, je trouve ça vraiment spécial. Il y a peut-être eu un genre de revirement, je sais pas. Ben, je pense qu'il y a eu un revirement... Du fait que, bon, voilà, l'histoire, le Québec, ça ne soulève plus peut-être les passions, notamment chez les jeunes, que ça a déjà soulevé. Le projet d'indépendance, le projet de souveraineté, tout ça, c'est vraiment mis c'est vraiment mis sur la glace, quoi. En tout cas, c'est peut-être même définitivement mort, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est certainement plus tellement d'actualité.
Et puis, il y a eu tout le mouvement à partir des années 80, tout le néolibéralisme qui, moi, je pense, a étouffé beaucoup d'espoir, beaucoup de... On est entré dans une époque beaucoup plus individualiste, où les projets collectifs avaient beaucoup moins la cote, si on veut. Donc, je pense que dans cette perspective-là, l'histoire du Québec est apparue beaucoup moins fascinante parce que il n'y a pas, j'allais dire, il n'y a pas cette richesse de temps. C'est-à-dire que le Moyen-Âge, c'est 10 siècles. Il y a presque 10 siècles et c'est 10 siècles d'histoire. Donc, l'histoire du Québec, on n'est pas du tout dans le même genre d'échelle, en fin de compte. Donc, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, ça intéresse moins. Les jeunes voyagent beaucoup aussi. Peut-être oui, que ça influence. Peut-être plus qu'autrefois, je ne sais pas. Oui, peut-être, c'est possible. Non, peut-être un lien à faire ici. Moi, j'ai pas mal beaucoup voyagé au Québec. Puis moins peut-être à l'étranger. Exact. Peut-être qu'il y a les gens qui sont plus... Je ne sais pas si c'est les voyages qui favorisent ça, mais en tout cas, je sais que c'est très, très populaire. Moi, j'ai une collègue qui a toujours dit que, d'après elle, l'intérêt pour l'histoire du Moyen-Âge devient très fort dans les moments de conservatisme social. Ah ouais! Alors, je ne sais pas si elle a raison, mais bon. Voilà, elle m'a déjà dit ça. Donc, elle voit ça lié à la montée du conservatisme, de l'individualisme, montée du néolibéralisme, finalement. Ouais. Oui, j'avais une hypothèse super personnelle là-dessus. Moi, je voyais ça, la montée de l'étude du Moyen-Âge en lien avec les changements climatiques. Avec les changements climatiques, vraiment? Ah oui? Je sais pas pourquoi, j'ai toujours vu un lien là. Vu que, tu sais, la fin du Moyen-Âge est une période assez sombre avec beaucoup de dérèglements, de changements climatiques et tout. Puis là, présentement, on s'en va dans une période qui ressemble à ça. Fait que moi, j'ai toujours vu un lien. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être... Non, j'ai jamais fait ce lien-là, finalement. Je sais pas, j'ai toujours vu ça comme ça. Je vais passer à une prochaine question pour vous. J'ai noté, au sein de la communauté historienne du Québec, on vous reconnaît comme étant l'une des premières chercheuses à avoir conduit des entrevues afin de sonder la mémoire des femmes. Vous avez conduit des recherches doctorales dans les années 80 qui étaient principalement basées sur des sources de type oral, mais à cette époque-là, la majorité des travaux historiques étaient basés sur des sources écrites. Oui. Comment, à cette époque, est-ce que vous en êtes venu à prendre la décision de conduire des entrevues en personne? Qu'est-ce qui a influencé votre décision? Ça vient vraiment de mon directeur de thèse à qui je dois rendre hommage. C'est Jacques Rouillard qui a dirigé ma thèse de doctorat. Et pendant que je terminais ma maîtrise, j'ai travaillé pour Jacques Rouillard à la préparation d'un de ses livres sur les Canadiens français qui étaient revenus des États-Unis. Mm-hmm. Alors, évidemment, c'était pas eux qu'on interviewait, mais plutôt leurs descendants. Et il m'a donné le mandat, en début d'été, de dire, ben là, est-ce que tu voudrais travailler là-dessus cet été? Il faudrait que tu me retrouves des gens là, dont les parents ou les grands-parents ont vécu aux États-Unis on veut savoir pourquoi ils sont revenus. Mm-hmm. Bon, OK. Alors, moi, je suis partie là-dessus. Et là, on était vraiment là... Comment je dirais ça? On travaillait sans balise. C'était nouveau. Là, on est à peu près en 1980, 79-80. Les dates exactes, je ne me souviens plus, mais autour de ça. Et l'histoire orale, c'est totalement neuf. Je veux dire, on fait n'importe quoi, ou presque. C'est-à-dire, moi, il me donne ce mandat-là, OK, je commence à lire un peu des affaires, la méthode, là, je vais le voir. Oui, mais il faudrait faire ça. Ah oui, tu penses? Ben oui, regardez, là, j'ai lu ça, puis Et là, petit à petit, avec mes lectures puis les échanges avec Jacques, on construit un questionnaire d'entrevue. Puis moi, je pars. J'avais une petite Honda Civic à l'époque, je m'en rappelle. Et là, je pars au Québec, puisque j'ai sillonné un été de temps le Québec avec ma Honda Civic qui rouillait sur pied. Et je suis allée interviewer des gens, souvent dans les campagnes. Et là, je revenais avec mes entrevues, puis je donnais ça à Jacques Rouillard. Puis là, les gens qui écoutaient ça, puis ils disaient, ben là, franchement, c'est long ton affaire. Tu me semble que tes entrevues sont bien longues. Ça prend du temps avant qu'on arrive à avoir de l'information sur notre sujet. Bon, ben écoute donc, moi, j'ai beaucoup de parlotte, fait que bon, c'était comme ça. Après, à la fin de l'été, moi, j'ai quitté. Puis là, il a embauché d'autres étudiants. Puis plus tard, il m'a dit, écoute, pour faire des entrevues, t'es vraiment bonne. Parce qu'il dit, les étudiants que j'ai embauchés après toi, les entrevues étaient beaucoup plus courtes, c'était beaucoup plus centré sur le sujet, mais il dit, j'arrive pas à avoir la même information.
Puis en fait, sans le savoir, parce que je suis quelqu'un comme ça qui aime ça parler, puis qui aime rencontrer des gens, j'avais adopté la bonne attitude, c'est-à-dire que j'avais laissé les gens dire ce qu'ils voulaient dire, parler de ce dont ils voulaient parler. Puis après, moi, j'arrivais avec mes questions. Puis ça, c'est effectivement la formule pour que ça marche. Ouais. Alors, quand j'ai décidé de faire un doctorat, c'était, l'époque où là, le mouvement féministe avait vraiment pris beaucoup d'ampleur. Bref, pour toutes sortes de raisons historiques, historiographiques et personnelles, j'ai décidé de travailler en histoire des femmes. Et en me cherchant un sujet, eh bien, j'ai décidé de travailler sur la crise des années 30. Là, on est au début des années 80, on est en pleine récession économique, il faut s'en rappeler. Donc, évidemment, que je me questionne sur la crise des années 30, c'est pas un hasard, c'est parce qu'on est dedans, on est en train de vivre une crise aussi. Ouais. Et là, je décide, OK, femmes, crise économique, travail domestique des femmes, en sociologie et en histoire des femmes, et en sociologie féministe, la question du travail domestique des femmes était devenue la grande question de recherche. Alors, c'est pas non plus un hasard si je choisis cette thématique-là, travail domestique, femmes, travail domestique, crise. OK, mais là, je documente ça comment? Et là, je me rappelle de Jean Couillard qui m'avait dit qu'il me trouvait bonne pour faire des entrevues. Ben, j'ai dit, ça y est, je vais aller faire des entrevues. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Aïe, aïe. Et comme je vous dis, c'est vraiment parce que j'ai eu la chance d'avoir cette expérience avec Jean Couillard, de me rendre compte que j'aimais ça aussi, là, faire ça, parce qu'il faut aimer ça, et que, selon lui, j'avais une certaine facilité, si on veut, avec les gens et pour les faire parler. Et donc, c'est comme ça que tout s'est mis ensemble, puis voilà. Puis qu'une nouvelle porte de l'historiographie s'est ouverte. Voilà, c'est un peu ça. Et ça continue un petit peu le Far West. Même quand j'ai fait mon doctorat, je me rappelle que le matin de la soutenance, je me disais, oh mon Dieu, je ne veux pas y aller. Tout à coup, qui n'ont pas aimé ça, tout à coup, qui trouvent que c'est pas correct de faire de l'histoire juste avec des sources orales. Il y avait beaucoup d'appréhension. C'est fascinant. Là-dessus, oui. Surtout, en plus, maintenant, à notre époque, là, c'est hyper mis de l'avant, l'histoire orale. Alors, c'est devenu partout, quelque chose de vraiment très, très, très courant. En fait, c'est rendu que presque tout le monde en fait au moins un peu. On combine souvent sur ces écrites sources orales. Oui. Non, ça, c'est vraiment intéressant. Puis, ça a été quoi les principales difficultés que vous avez rencontrées en travaillant avec les sources orales? Ça a été très dur. Ça a été très dur parce que les femmes que j'interviewais, il fallait les trouver. C'était pas facile de les trouver. Au début, on m'a beaucoup pistonné vers les CHSLD. Okay. Mais à l'époque, les gens en CHSLD étaient moins malades que maintenant, il faut le dire. Mais malgré tout, ça allait pas vraiment très bien. Finalement, je suis tombée sur une ressource qui, cette personne-là, elle m'a donné des numéros de téléphone de gens responsables de HLM pour personnes âgées, donc des gens plus autonomes. Mm-hmm. C'est par elle que j'ai pu construire mon réseau. Mais je dirais, là, au bout d'un été, j'avais fait, je pense, 42 entrevues, puis j'en avais à peu près 7 qui étaient utilisables. Rendu à ce point-là, j'ai failli lâcher. En fait, j'ai commencé 107 entrevues pour en avoir... Et il y en a que j'ai terminé, là, mais il y en a que, pour finalement en avoir 30 où le discours de ces femmes-là était suffisamment cohérent pour que je puisse l'utiliser. Parce que j'ai réalisé une chose, c'est que plus les gens ont eu des difficultés dans la vie, plus ils ont de la difficulté à se raconter. Parce que quand on ne fait que subir les événements sans avoir de prise sur eux, on n'arrive pas à articuler sa vie oralement. Mm-hmm. On n'arrive pas à dire « j'ai fait ça, il est arrivé ça, ensuite j'ai pris telle décision, j'ai fait telle autre chose. » Parce que dans sa tête, c'est comme une série de malheurs qui se sont enchaînés. C'est pas des décisions. Et donc, ça devient des discours qui vont du coq à l'âne, qui sortent du coq à l'âne, des discours souvent très, très confus, où tout est mêlé, le passé, le présent peut être mêlé aussi. C'est vraiment, très souvent, les gens ont beaucoup de difficultés. Donc, même par les sources orales, on ne peut pas atteindre tout le monde. Ouais. Hein? Alors qu'on a, pendant longtemps, on voyait les sources orales comme un moyen d'aller chercher la parole des dominés, des gens qui n'avaient pas eu de place dans l'histoire, qui n'avaient pas pu écrire. Mais même là, il y a des gens qui parlent la parole, ils n'y arrivent pas.
ce qui est assez dramatique, en fait. Hein. Ouais. Et c'est là que moi, je m'en suis rendu compte, et c'est ça. Donc, j'ai été obligée de faire beaucoup d'entrevues pour en avoir les 30 que je voulais là, pour ma thèse. C'est que ça finit avec 30? C'est 30 que j'ai utilisés pour mon analyse. OK. Ouais. Intéressant. Puis, comme on le disait, c'est ça, vous avez conduit vos recherches sur les ménagères au temps de la crise économique des années 30. Ouais. Puis là, on est en 2021, presque 100 ans après la crise économique. Puis, je serais curieuse de savoir quelles sont vos réflexions et les observations que vous avez eues vis-à-vis le travail ménager des femmes et la gestion quotidienne de l'économie familiale dans le contexte présent de la COVID-19. Oui, c'est sûr qu'il y a des rapprochements à faire parce que ce qu'on se rend compte, c'est que ça retombe encore beaucoup sur les femmes, et je pense surtout dans les milieux les plus défavorisés, en fait. Ça tombe encore beaucoup sur les femmes de gérer le quotidien, de gérer, de planifier, de voir aux enfants à tout. Moi, ce qui m'avait frappé dans mes travaux sur la crise des années 30, c'est le fait de la solidarité féminine à l'intérieur des familles. Une solidarité qui est sans doute due aux circonstances, en tout cas en partie, du moins due aux circonstances. Une solidarité peut-être un peu forcée. Okay. Mais ce que je constatais dans mes entrevues, c'est qu'au fond, tout le poids de la crise est retombé, pas seulement sur les ménagères dont le mari était en chômage, mais sur sa mère à cette femme-là, sa belle-mère, la sœur, la belle-sœur, la voisine. C'est toutes les femmes autour de ces femmes de chômeurs qui ont écopé, ou en tout cas qui ont essayé d'aider. Et ça, je me demande aujourd'hui, pendant la crise de la COVID, si une solidarité féminine semblable a pu s'exprimer aussi facilement. Je me suis posé la question parce qu'on l'a beaucoup dit déjà qu'en fait, la crise de la COVID avait forcé les femmes à quitter leur emploi, ou encore avait obligé les femmes à travailler à la maison avec en plus les enfants et tout ça. Mais je me suis demandé dans quelle mesure ces femmes-là ont pu se faire aider par encore là leur mère, leur belle-mère, leur voisine, leur belle-sœur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes travaillent à salaire. Donc, elles sont toutes. En tout cas, il y en a plus qui sont dans le même bateau, si on veut, donc moins disponibles peut-être pour actionner ces liens de solidarité-là. En tout cas, ça serait intéressant de faire une comparaison entre les deux périodes de ce point de vue-là. De point de vue, je dirais, matériel, c'est clair que là, avec toutes les restrictions sanitaires et tout, tu peux pas avoir ta belle-mère qui arrive chez vous pour venir t'aider à, tu sais. Ne serait-ce que ça. C'est ça. Effectivement. Ne serait-ce qu'à cause des mesures sanitaires. Exact. Effectivement. Alors que dans les années 30, moi, les femmes me racontaient toutes sortes d'anecdotes. Il y en a une, elle me disait, quand ma belle-mère voyait qu'on n'arrivait plus, elle venait chercher les enfants pour 4-5 jours, ou ma mère m'invitait à la campagne. Beaucoup de ces femmes-là avaient encore de la famille à la campagne, donc elles s'en allaient à la campagne pour... il y en a une, elle me disait, ma mère, elle nous gardait des semaines de temps. Mais à la campagne, tu as toujours de la nourriture. Donc, c'est sa mère, finalement, qui la nourrissait pendant tout ce temps-là qu'elle passait chez elle à la campagne. Alors ça, pendant la crise de la COVID, c'est effectivement quelque chose qui pouvait beaucoup plus difficilement se passer, en fait. Un truc que je serais vraiment curieuse de savoir, là, qu'on va peut-être savoir dans plusieurs années, c'est à quel point le monde se sont appelés pour se supporter émotionnellement pendant la crise. Il y a ça, oui, qu'on ne sait pas. Mais moi, je sais que les Zooms, en tout cas ça, les gens qui ont des ordinateurs et qui ont la technologie, je pense qu'ils se sont vus beaucoup comme ça, là. Ouais. Ça va vraiment être propre à cette période-là. Ouais. Puis, sinon, vous avez pris votre retraite aussi du département d'histoire de l'Université de Montréal en 2018. Oui. Puis, j'ai vu que vous travaillez présentement sur un ouvrage qui traite des campagnes de souscription et autres activités bénéfices menées par le CHU Sainte-Justine depuis sa fondation en 1907 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher sur l'histoire de la philanthropie au Québec? Alors ça, c'est une autre belle histoire de je sais pas, les accidents de parcours, si on veut. En 2003, l'hôpital Sainte-Justine m'a approché pour me demander si j'accepterais de faire leur histoire pour leur 100e anniversaire. Alors, j'ai dit oui, j'ai accepté de le faire et
en travaillant avec Nancy Marando, qui était ma complice, mon assistante de recherche à l'époque et ma complice pendant toutes ces belles années, avec Nancy, on a travaillé sur la structuration du livre. C'est elle, en gros, qui a fait la recherche, finalement. Moi, j'ai écrit le livre, mais c'est elle qui a vraiment soutenu le projet par sa recherche. Et à un moment donné, on est tombé sur des dossiers où on voyait que l'hôpital Sainte-Justine avait fait des campagnes de souscription à tous les ans, à partir de la fin des années 20, avec des dépliants. À Sainte-Justine, il y avait, j'espère qu'ils ont gardé, des scrapbooks de coupures de presse. Okay. Alors, toutes ces campagnes-là étaient documentées d'une façon là, très, très détaillée. Et là, évidemment, dans le livre que moi j'ai écrit, c'est un ouvrage de synthèse, je n'avais pas le temps de m'attarder là-dessus, mais je me suis dit, mais c'est un sujet en or, ça, et jamais personne au Québec a travaillé sur ces questions-là. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la philanthropie, à cause de la publication de mon ouvrage sur Sainte-Justine, mais c'est un projet qui a été retardé parce qu'après, Boréal m'a demandé d'écrire ma brève histoire des femmes au Québec, puis après, il y a Véronique Strongbow, qui est une historienne du Canada anglais, qui m'a demandé si je voulais pas contribuer à sa série d'ouvrages sur l'histoire du suffrage féminin. Donc, elle m'a demandé d'écrire l'ouvrage pour le Québec. Donc, j'ai écrit ces 2 synthèses-là. Et pendant tout ce temps-là, Sainte-Justine était sur le back burner, comme on dit. Et donc, éventuellement, là, j'ai été capable de reprendre le dossier. Et là, je suis en train de travailler là-dessus. Le projet se porte bien? Ça va bien, ça avance lentement parce qu'il y a beaucoup de sources, puis 100 ans de philanthropie, c'est quand même beaucoup d'années, là. Donc, je me demande des fois si j'ai pas été un petit peu trop ambitieuse, mais en tout cas, ça avance quand même assez bien, ouais. Puis là, on va devoir bientôt terminer, mais avant toute chose, j'ai une question un peu globale. Avec du recul dans votre vie, c'est quoi l'œuvre dont vous êtes la plus fière, la plus satisfaite? Ah, c'est certainement Un Québec en mal d'enfants. Ah ouais? Ouais, c'est vraiment ce livre-là parce que, j'ai mis beaucoup d'années à l'écrire. Encore là, ça, c'est un livre qui m'a pris 15 ans à l'écrire. Mais je pense que c'est un travail qui est quand même bien fait. Je pense que c'est un travail qui est complet, relativement complet. C'est un livre qui a remporté 3 prix, donc je pense que ça veut quand même dire quelque chose aussi un petit peu, là. Donc, quand je dis je suis fière, il y a aussi ça. Oui. Je pense que c'est confirmé, en fait. Ben, c'est ça. c'est confirmé par le fait que le livre a gagné plusieurs prix. J'ai essayé dans ce livre-là d'explorer toutes les facettes, finalement, de ce qu'on appelle la médicalisation de la maternité au Québec de 1910 à 1970, c'est-à-dire comment, avec le temps, on en est arrivé à convaincre les femmes de fréquenter un médecin quand elles étaient enceintes pour accoucher, mais aussi pour élever leurs enfants les premières années, à tout le moins. Et je pense avoir exploré vraiment toutes les dimensions de cette question-là, les services mis en place, les discours, mais aussi les pratiques, parce que j'ai refait des entrevues pour pour ce livre-là. Et je me suis servi en partie des entrevues que j'avais faites pour ma thèse. Parce qu'en fait, ça aussi, il y a une histoire derrière ce livre-là, c'est que la deuxième femme que j'ai interviewée, elle m'a raconté sa crise des années 30, puis elle m'a dit, puis vous savez, dans ce temps-là, on avait des infirmières de la métropolitaine. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, elle me raconte que quand tu étais assurée pour la compagnie de la métropolitaine, tu pouvais avoir une infirmière quand tu accouchais. L'infirmière venait après l'accouchement pour t'aider. Et puis elle dit, après, on amenait nos bébés à goutte de lait. Ah oui, c'est quoi ça, une goutte de lait? Je ne connaissais rien de tout ça. Et là, je parle de ça à ma mère, puis ma mère me dit, ben oui, bien sûr, ta grand-mère, elle en avait une infirmière de la métropolitaine. Là, j'ai fait, ben, puis tu m'en as jamais parlé. Elle dit, mais pourquoi je t'aurais dit ça? En tout cas, donc, bref, c'est à partir de ces témoignages-là que j'ai décidé de construire mon projet de recherche sur la médicalisation de la maternité, parce que les infirmières de la métropolitaine, comme l'assistance maternelle, les gouttes de lait, etc., c'est en fait des institutions, des organismes qui visaient à apprendre aux femmes à être de bonnes mères, à prendre bien soin de leurs enfants. Donc, le projet est parti de là, donc de ma thèse. Tu vois, il y a un lien encore là entre ma thèse de doctorat et cet ouvrage-là. Et dans cet ouvrage, j'ai essayé de regarder à la fois les discours, les services, les pratiques aussi des mères, comment elles se servaient des services, pourquoi elles s'en servaient. Et je pense avoir produit une analyse nuancée du phénomène.
Alors, je ne suis pas du tout anti-médicalisation. Et les femmes que j'ai interviewées ne l'étaient pas non plus. Elles avaient des réserves, mais elles y trouvaient aussi certains avantages. Donc, mon analyse a essayé de respecter ça, dans le fond, et de présenter quelque chose, un bilan qui est nuancé, d'une certaine façon. Super. Merci d'être venu. On est obligé d'arrêter là. Moi, j'aurais continué de parler encore un bout. Mais moi aussi, c'est ça. Il y a même des questions que j'ai dû sauter et tout pour qu'on rentre dans notre temps, mais c'était vraiment riche. Très belle discussion. Je vous en prie. Merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous et à toutes d'avoir été là encore une fois cette semaine. C'est toujours un plaisir de rencontrer des belles personnes puis d'avoir des échanges au sujet du métier d'historienne au Québec. Je tiens également à remercier Jérémy, qui fait la chronique café à chaque début d'émission, puis qui est toujours là pour me supporter à chaque semaine. Puis je remercie aussi le Studio SF, Nicole et Catherine, qui sont toujours là pour nous supporter avec la technique. Donc je vous dis à dans 2 semaines.